Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire un petit point sur les cryptos, hein. Oui, évidemment, ça faisait un moment qu'on n'en parlait plus trop, mais vu que ça rebouge, on va en reparler. Donc l'Ethereum, pour l'instant, en échec de franchissement de résistance, alors que Bitcoin, lui, s'en est largement affranchi. On va essayer d'analyser ça, puisque ça me semble être le thème du moment, essayer de se voir pour quelles raisons techniques Bitcoin s'affranchit de sa résistance et pas son pote l'Ether, alors que l'accumulation de volume s'est faite sur l'Ethereum en même temps que sur Bitcoin, hein, voilà. Mais de façon relative par rapport à la market cap, on a accumulé beaucoup plus de volume ici dans la zone de range. Donc, il faut effectivement en faire une sortie haussière. Si on n'en constitue pas une sortie haussière, le doute va quand même planer sur la possibilité que tout simplement ce volume ne soit pas réellement acheteur. Bon, moi je pense que si, mais attention, penser ne veut pas dire trader. Donc on va chercher des éléments concrets et rationnels pour essayer de voir et d'expliquer ce léger retard qu'on pourrait avoir. Donc moi je vais faire comme je fais toujours, je vais essayer d'aller glaner des informations techniques sous-jacentes. Donc on va aller regarder ETH-BTC, on va regarder le ratio chart pour voir un petit peu, essayer de voir s'il y a une bribe d'informations qui traîne par là. On va aller regarder les ratios achat-vente, comment on fait déjà? Ah oui, c'est ça, et c'est donc BTC, USD, long et short. Je veux pas l'average. Alors, je veux. Pardon, j'ai le chat qui me gonfle un peu. Ah, putain, alors, où es-tu, mon salaud? Long et short, voilà, on va faire ça. Je crois que c'était celui-là. Je ne sais plus lequel on utilisait à l'époque. Celui-là fera le boulot. Ok. Donc, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de niveau complètement fou sur la partie BTC. On va regarder sur la partie ETH. USD, long and short, Bitfinex, je ne veux pas. Bon, après, il me semble que c'est tous les mêmes, mais voilà. Ok. Et alors là, d'accord. Ok. Alors là, par contre, il va falloir faire attention sur la partie Ethereum parce que donc là, il y a une très forte demande à l'achat, c'est-à-dire des demandes sous le prix actuel, alors que les demandes au-dessus du prix actuel, elles s'écrabouillent complètement. Alors, il faut contextualiser ça encore une fois, c'est-à-dire que là, on est sur des ratios historiques, donc on n'a jamais vu ça. Effectivement, là, je pense qu'il était temps de commencer à dire, on va quand même se retourner à l'achat, parce que la demande était clairement vendeuse. Ce qu'on voit, c'est que dès que les prix montent, soit les gens retirent les ordres, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, soit tout simplement les objectifs sont atteints, et dans ce cas-là, il va falloir revoir ensuite. Alors, ça ne veut rien dire, hein, encore une fois, c'est-à-dire que regardez tout simplement ici, hein, vous auriez dit la même chose, ah ouais, non, mais la demande, elle est acheteuse, et c'est justement à ce moment-là qu'on part complètement en sucette. Donc moi, le raisonnement reste toujours le même, à savoir, Ethereum, pour un intérêt spéculatif à court terme, je pense que c'est intéressant, mais attention, si ça retombe, il ne faudra pas hésiter à se faire la malle. Ça veut juste dire que dans ce cas-là, on s'est trompé sur la vision du marché, et si là, franchement, il y a un échec en franchissement de résistance et qu'on franchit ce support derrière, moi, je préfère sortir. Dans le doute, ça ne veut pas dire que si ça se trouve, on ne va pas venir juste là pour emmerder le monde, venir toucher cette trainline. Hein. Regardez, on pourrait très bien, là, dans 2-3 jours, venir là, tomber, casser le support, sortir tous les acheteurs, et dans 2 semaines, on est là. Attention, Ethereum est donc spéculatif, et la spéculation va avec la volatilité. Donc il faut faire attention, cette volatilité ne s'exprimant pas à l'achat alors que ses collègues, eux, le font. Voilà, alors de là, est-ce qu'il faut prendre des profits sur Ethereum? Peut-être. Voilà, moi je dis, ceux qui sont spéculatifs, peut-être qu'un petit profit de 30% pour ceux qui ont des profils à faible risque, c'est pas totalement injustifié. Par contre, ceux qui ont des profils à risque, moi je pense qu'on met à break-even et puis on s'en bat les couilles du reste. Moi, si ça retombe, j'en ai rien à branler. Voilà. Je pense que sincèrement, il y a tout ce qu'il faut pour rester en position sur ce marché. Après, je peux me tromper, mais bon, voilà. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Bitcoin, par contre, se rapproche doucement donc, de ses objectifs résistants. N'oubliez pas que pour moi, 14,6, ce sera un maxi à viser. Je ne viserai pas plus. On a déjà fait les 5004, qui était un premier objectif. Donc, je ne trouverais pas ça anormal, la formation d'un range à plat. Par contre, donc, vous voyez bien que Bitcoin, lui, s'est clairement affranchi de son canal. Donc là, il y a bien tendance, d'accord? Les clôtures sont là, il y a tout ce que vous voulez. Normalement, cette zone-là aura un effet d'aspiration haussière. Donc, il va y avoir des pullbacks sur Bitcoin pour normalement derrière pousser à la divergence et finir la tendance pour aller s'installer normalement proche de cette zone de prix. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, Ethereum est ce qu'on appelle un lagger, c'est-à-dire qu'il ne suit pas le même mouvement alors qu'avant, ils étaient historiquement corrélés. Donc, on va aller regarder la corrélation ETH-BTC pour voir où on en est.
hop. Et évidemment, normalement, on est supposé anticiper la même chose derrière, c'est-à-dire la cassure de cette même résistance. Je vais tracer le même canal que celui qu'on a fait hop, sur Ethereum, ici, d'accord, là et là. Donc on voit même chose, hein, Bitcoin s'affranchit des deux canaux. Donc là, il faut quand même noter ça. Hein, alors ça ne veut pas dire que ça va forcément se produire pour l'Ethereum derrière, ça veut juste dire que pour l'instant, on est obligé de faire comme si. Donc là, c'est fait, et normalement, les deux étant corrélés, Ethereum devrait faire la même chose. Seulement, attention, encore une fois, corrélé ne veut pas dire qu'on fait nécessairement en même temps. Il s'agit de flux de capitaux. Il y a probablement une lourdeur de carnet qui est plus importante ici, et il y a déjà des choses qui commencent à montrer qu'ici, il y a effectivement eu ce qu'on appelle surtout un short squeeze. C'est-à-dire qu'on a squeezé un bon paquet de gens qui étaient à la vente, et on leur a raclé un bon paquet de stops d'un coup. Donc là, il y a eu un effet d'aspiration, mais on tient les clôtures. Donc dire ça, c'est moche et c'est affreux, c'est un signal gris. Voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, le signal doit se produire sur une zone de prix évidente, hein, et forte et qui fait du sens. Moi, ce que je note, c'est que pour l'instant, les mêmes zones de prix en fait ont été atteintes. C'est-à-dire, on est revenu visiter les bottoms de juin. D'accord? Alors, juin, non, là, je vous dis n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Donc là, ça n'a rien à voir en fait. Ça, ah oui, là, ici, ah oui, Ethereum avait dérouillé un support de plus. Alors que là, Bitcoin s'était maintenu. Ok, d'accord. Donc là, quand même, il faut faire attention. C'est-à-dire que Bitcoin, lui, est revenu chercher les niveaux de juin. On en est encore très très loin sur l'Ethereum. D'accord? C'est cette zone-là, du coup. Attendez, que je dise pas de conneries. Voilà, cette zone-là. Normalement, pour moi, on doit revenir visiter cette zone également. Mais donc, est-ce qu'on ne va pas le faire de manière cyclique décorrélée, c'est-à-dire Bitcoin repart dans une lente agonie, revient chercher ses canaux, hein, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que là maintenant, si on devait s'arrêter là sur Bitcoin, est-ce qu'il faut sortir? C'est la question qu'il faut se poser. Si jamais ici ça retombait, d'accord, l'effet d'aspiration ne marche plus, normalement Bitcoin retrouverait son support sur ce canal-là. Ça peut très bien prendre extrêmement longtemps, c'est-à-dire tout l'été, là, complètement mort, juin, juillet, et puis après, on retrouve enfin un sentiment acheteur. On termine le premier cycle, on consolide fortement le second, longtemps, et ensuite on part sur le troisième cycle qui revient chercher normalement ces zones-là et les franchir. C'est-à-dire la zone d'objectif final pour moi sur Bitcoin, ces zones-là, avant de jouer éventuellement les super vagues 5 là, qui iraient chercher Dieu sait combien les imaginations des acheteurs. Là, on peut très bien avoir la même chose sur Ethereum. Il faut savoir que pour moi, cette zone de 400, elle va être traitée. Hein. C'est juste une question de temps, mais c'est de savoir quelle est la structure avec laquelle on va le faire. Ethereum, pour l'instant, semble suivre, mais en lagging, c'est-à-dire il suit en retard. Donc on va voir, est-ce que pour autant, Bitcoin va casser ses supports et Ethereum aussi? Moi, je pense pas. Alors, il y en a qui pensent que oui. Libre à chacun de penser ce qu'il veut. Moi, il est certain que j'aimerais pas qu'on échoue comme ça. C'est-à-dire, j'aimerais pas qu'on échoue avec un momentum plus faible que là. J'aimerais au contraire que là, on digère effectivement, on digère tout le volume vendeur et on rattaque. Et là, normalement, on devrait avoir une belle aspiration d'Ethereum, peut-être au moment où Bitcoin essaiera de pousser à la divergence pour venir chercher ses 5006 et son niveau Fibo. Ok, moi, ce que j'aimerais, c'est que comme pour moi, on est en fin de tendance baissière, c'est-à-dire en fin de crack, qu'on est en train de former des ranges, normalement le range retrace la tendance précédente. D'où l'objectif de viser des niveaux de Fibonacci. C'est-à-dire que moi, si on vient chercher et qu'on traite ces niveaux de Fibonacci, ça me montre que le marché n'est plus baissier. Ça me montre que le marché cherche d'abord à invalider la baisse avant de se projeter vers des hausses, d'accord? C'est-à-dire la constitution de creux et sommets ascendants à travers des cycles. Ce qu'on a commencé donc à faire, et normalement à ce stade-là, on doit donc viser les niveaux de retracement, et après des niveaux d'extension. D'abord, on invalide la tendance baissière complètement, et puis après, on valide et on commence à construire une tendance haussière. Donc je veux voir ces niveaux traités, les 14,6 et les trucs du genre, parce que ça montre que le marché se projette déjà vers l'invalidation des baisses et la fin des cracks. Si évidemment, ici, on rejette sur les différents anciens supports, c'est-à-dire si au lieu de traiter le niveau technique de retracement, on vient chercher des niveaux résistants, c'est-à-dire des anciens supports, et qu'on se dit, bon ben ici, allez stop, c'est fini, 5004, on reflue. Si c'est ça l'objectif, pour moi la psychologie dans ce cas-là n'est pas la même. Ça veut plutôt dire au contraire que les vendeurs restent en contrôle des zones de prix, et là c'est un petit peu plus inquiétant. Ça veut dire qu'au contraire, en fait, on remonte pour chercher des vendeurs. Ce qui, moi, me semble pas être la thématique du moment, puisqu'on voit bien que sur Bitcoin, on a très largement effacé le momentum précédent, et on est bien ancré dans un beau momentum acheteur, carrément suracheté, mais quand c'est comme ça, on s'amuse pas à vendre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc je comprends pas pourquoi Ethereum ne suit pas en termes de momentum daily. Je pense tout simplement que c'est un petit retard. On va étudier ETH-BTC pour essayer de confirmer ça. Essayer de chercher, voilà. Donc on voit bien hein, pour ma part que ETH-BTC, malgré le retard, d'accord, se trouve bien sur un support. Ce qui me laisse à penser que la formation en triangle qu'on a ici est un triangle de consolidation après la première impulsion ici. C'est-à-dire que dans valeur relative, le schéma me semble être une vague 1, un triangle,
d'accord? Alors, attendez, là, j'ai fait une vague en trop. Voilà, donc, la vague 1, ok, à laquelle suit un triangle, d'accord, qui est toujours en formation et qui peut encore prendre un moment, mais normalement, la sortie derrière se fait à la hausse, ce qui explique que normalement, le retard accumulé pour l'instant sur Ethereum, à terme, devrait donc s'estomper pour laisser normalement place à une reprise acheteuse qui aura normalement une structure assez punchy. On voit bien que la zone médiane, ici, on traite fortement cette zone. Donc ici, il peut y avoir des effets de pullback, voilà, mais normalement, une fois qu'on franchit la médiane, on va s'installer tout de suite ici, c'est-à-dire la dominance de l'Ethereum par rapport au BTC. Je parle en amplitude de prix, je ne parle pas en market cap, bien entendu. On parle ici de valeur relative des mouvements. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut trader cette paire ETH en BTC, mais tout simplement de dire que selon l'arbitrage que vous devez faire dans vos portefeuilles entre ETH et BTC, il me semble pour ma part plus logique, d'accord, de privilégier la spéculation sur l'Ethereum, c'est-à-dire les scénarios plutôt court, moyen terme, les scénarios en mensuel, horizon 1-2 trimestres, il me semble qu'il vaut mieux privilégier des pondérations Ethereum. Tout simplement parce que c'est la structure qui est suggérée ici. On voit bien d'ailleurs que le momentum est carrément plus bas que le précédent, alors qu'on est toujours au-dessus. Donc attention à ces trucs, ça prouve normalement des maturités consolidantes qui généralement incitent à des reprises acheteuses. Donc je pense que le lager BTC risque d'être normalement repris. Ça ne veut pas dire forcément à la hausse. Faites très attention. Ça veut peut-être aussi dire que si jamais les deux devaient refluer, il ne faut pas ne pas l'envisager. C'est simplement... Ah tiens, c'est nouveau ça. Ok. Ah oui, c'est sympa. Je n'avais pas vu ça. Pardon. Donc, il ne faut pas non plus imaginer que c'est forcément dans des schémas haussiers que ça va se produire. C'est-à-dire que s'il doit y avoir destruction de valeur, d'accord, et pullback baisser, ça veut aussi dire que Bitcoin pourrait baisser plus fort que ne baisserait Ethereum. Voilà, il faut le voir un peu dans les deux sens. C'est juste, moi, pour ma part, dans l'orientation portefeuille, je favorise Ethereum sur des horizons trimestriels. Parce que je pense que les objectifs graphiques que je vise, les 280 et éventuellement les 400 ensuite, sont des objectifs qui seront atteints à plus ou moins quelques trimestres. Les objectifs beaucoup plus lointains, là, les zones des 900 et compagnie, ne sont pas pour moi atteignables avant plusieurs années. Donc, effectivement, là, on n'est pas du tout sur les mêmes schémas temporels. Donc là, effectivement, sur ces schémas-là, je favorise les deux. C'est-à-dire que dans ce cas-là, j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum pour viser ces zones de retracement plus profondes, ces restaurations de sentiments haussiers. Pour l'instant, dans les phases de spéculation, là où on essaie de valider la fin des cracks, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que je préfère pour l'instant spéculer sur Ethereum avec un stop loss pour la partie spéculative, et sur le buy and hold, je préfère là aussi spéculer sur Ethereum plus que sur Bitcoin. Maintenant, j'espère que les deux, tout simplement, vont procurer des gains avec des valeurs relatives peut-être différentes. C'est-à-dire, j'espère récupérer plus de gains sur Ethereum que sur Bitcoin. L'avenir nous dira tout ça. Pour l'instant, donc, ça travaille. Arrêtez d'anticiper les ventes. Alors, je sais, il y en a qui me donnent... Qui me donne tout un tas de bonnes raisons. Par exemple, hier, je vais en citer, je ne me souviens plus de ton prénom, je suis désolé, qui me dit, attention, on a un TD9 sur Ethereum en daily. Alors oui, effectivement, dans ce cas-là, on était encore là hier soir, et je lui dis, écoute, si tu as cette information-là, et qu'elle te fait peur, et qu'elle te fait douter, tu prends 30% de bénéfices, et puis basta. Et puis voilà. Mais dans un schéma haussier, quand on a construit un scénario, qu'on a pris des risques, et qu'on visait des objectifs, pourquoi, nom de Dieu, ne pas garder ses positions? C'est ça que je ne comprends pas. Trouver des bonnes raisons pour que les marchés repartent dans l'autre sens, quand son scénario se valide, Dieu sait qu'il y en a des raisons. Et on en trouvera toujours, que ce soit TD9, que ce soit n'importe quoi, que vous trouviez le RSI un peu trop haussier, que vous trouviez ceci, cela, une divergence par-ci, par-là. Il y a toujours de bonnes raisons de penser que le marché va se retourner. La réalité, c'est que c'est comme ça que vous perdez à long terme dans le marché, à penser comme ça. Parce que quand ça marche, il faut laisser marché. Si vous avez construit un scénario avec des objectifs, normalement, si le marché vous donne raison, il doit aller chercher ses objectifs. S'il ne le fait pas, c'est ce qu'on appelle un piège. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux sortir la position sur son prix d'entrée, montrer qu'on a essayé, ça ne passe pas. Ce qu'on appelle un faux départ, ça ne veut pas dire que vous avez eu tort. Et ça ne veut pas dire que... Voilà. Alors certains vont me dire derrière, dans ce cas-là, oui, mais c'est complètement con ton raisonnement fil, parce que si on doit se retourner ici, ok, si j'ai pas pris de profit, je perds tout. Donc j'ai pris du risque et je gagne rien. Alors je lui dis, ok, dans ce cas-là, profil faible risque, vous prenez 30%, comme ça, quitte à ce que ça retombe, vous aurez toujours au moins pris un petit quelque chose. Je peux comprendre ça, d'accord, mais il faut bien comprendre un truc. Si vous sortez 30% de la position, et que dans 10 jours, d'accord, le prix fait ça,
C'est-à-dire, on va là, ça break, et au final, là où Bitcoin commence à ralentir, comme j'avais dit, Ethereum, lui, se met à accélérer en parabole. En gros, ici, ça ralentit sur Ethereum, et boum, on accélère parabolique à la fin, alors que là, la parabole se calme. C'est-à-dire, ici, on fait ça, d'accord, et là, on fait effectivement ça, là. Ça monte, et bim, ça part en parabole. C'est tout à fait possible, on est bien d'accord. Alors, il n'y a pas de TD9 et autres machins qui justifient ça pour l'instant, mais la formation d'une parabole, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien, je vous dis, accumuler dans cette zone-là, retrouver un support, accumuler un peu ici, et on ne corrige jamais plus de quelques pourcents de retracement sur l'Ethereum. Pendant ce temps-là, Bitcoin reste orienté à l'achat, ne retrace pas non plus, hein, voilà, mais se dirige vers le niveau technique. Si les deux atteignent 14,6, d'accord, si vous êtes sorti là avec 30%, bah, vous prenez 30% de moins de gains que moi ici. On est bien d'accord. Moi, je vais renforcer peut-être encore après. C'est-à-dire, si je vois effectivement qu'on ne consolide pas ici et qu'on commence à rattaquer, peut-être que je prendrai un petit renfort sur Ethereum. Mais dans tous les cas, il faut que vous compreniez que réduire ses gains, c'est augmenter mécaniquement, enfin, c'est détruire son espérance de gain à long terme. Il ne faut pas le faire parce que vous aviez des objectifs. En fait, on trade sur les zones qui font du sens. Donc ici, on a réagi éventuellement sur le canal de tendance. Ce que ça veut dire, c'est que normalement, si on est bien dans un schéma de fin de tendance baissière, on doit accélérer à travers ce canal. Ce qu'il y a, c'est que si on vient le tester aujourd'hui, on donne un signal gris et vous vous dites « Ah non, c'est pas bon, ça marche pas, c'est pas possible ». Ok, d'accord, ça je peux comprendre. Si vous avez tradé le breakout ici, il y a des raisons de commencer à vous inquiéter et de vous dire ah ouais, là on peut peut-être repartir. Et si ça repart, là vous prenez une perte. C'est ça qui est dommage. D'accord, c'est que justement, je vous dis, quand on trade en breakout, on est beaucoup plus sujet au risque d'invalidation parce que là, l'invalidation coûte de l'argent. Ça amène une perte sur le capital. Ici, vous avez spéculé. L'avantage, c'est que vous avez du coup des prix qui sont très largement sous le niveau de breakout. Vous avez quasiment 30 $ de plus en gain en poche qu'un mec qui a tradé le breakout. Et encore, je parle d'un mec qui a tradé le breakout à 145. La plupart, ils ont été exécutés beaucoup plus haut, étant donné la faible liquidité. Donc les mecs, ils ont été exécutés à 155. Vous avez 35 $ d'avance par rapport à eux. Et ce confort spéculatif qui vient du fait que vous avez pris des risques avant, bon sang, servez-vous-en. Voilà. Moi, je pense que c'est à ça que ça sert la spéculation. C'est à se dire, ça peut invalider, oui, TD9 ou Dieu sait quelle putain de raison pourrait pousser les marchés à la baisse. On s'en fout en fait de la raison. Ça, c'est pas intéressant. Tout ce qu'il y a, c'est de dire, on a des marchés qui viennent chercher des canaux de tendance vendeurs, et l'objectif, c'est de voir si on arrive à accélérer à travers ça pour venir chercher les objectifs. Si on échoue, je pense que tout simplement, il faut accepter de perdre ce qu'on a risqué. Mais je ne vois pas l'intérêt là, alors qu'on est à peine à même pas un tiers des objectifs, commencer déjà à prendre des profits partiels. Il y en a qui peuvent le faire, mais ça correspond, je vous dis, à des profils faible risque. Encore une fois, si vous doutez, je préfère que vous preniez 30% de bénéfices plutôt que vous sortiez la position parce que vous avez peur. Donc vous le faites comme vous voulez. Si votre psychologie vous induit du stress, sachez que la meilleure des solutions, effectivement, c'est ça. Vous prenez un tiers, un quart de bénéfice et vous laissez filer le reste de la position. Ça vous apprendra petit à petit, avec le temps, à le faire de plus en plus, à accepter, à prendre un peu plus de risques. Parce que c'est comme ça que vous augmenterez vos gains en trading. Il n'y a que le risque et le levier qui vous permettent de gagner plus d'argent, et le levier est le pire ennemi du trader en formation et professionnel. De toute façon, un professionnel ne se pose même plus la question. Voilà, donc patience sur les cryptos. Maintenant, on revient sur nos amis les marchés classiques. Alors, on va se faire un petit duo à gauche, l'Europe, à droite, les US, d'accord. Donc, toujours ces mêmes structures, pour moi des structures d'épuisement après des reprises haussières complètement folles, hein. Donc là, on est à 90% de retracement à peu près sur les marchés américains. On est à bien plus, on est à dépasser, donc déborder les 61% de retracement sur la partie européenne. On essaye un franchissement éventuel de résistance qui est un niveau historique absolument capital. On le voit bien, hein, voilà, c'est le niveau ici qui avait tenté le débordement. Ici, on est bien, on s'est installé dessus. On voit bien le niveau de polarité, double rejet ici. On est bien sur une zone swing. Donc attention, on est sur une zone de résistance, on est sur une zone de volume, et normalement dans un flux baissier. Donc je vous invite toujours à faire extrêmement attention sur les actions européennes, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à se dire tout va bien, on reprend tout comme avant, et cette euphorie acheteuse est un swing. Alors en fait, je vais même d'ailleurs vous diversifier l'information. Là, je prends l'information Eurostoxx, d'accord, donc l'information large spectre. En fait, je pense que le DAX, c'est là où pour moi le risque se trouve. C'est de dire, là, sur le DAX, on franchit une zone de très faible volume, avec la clôture d'hier. Avant, on ne la passait pas, hein, d'accord. C'est-à-dire que là, les 2 derniers jours permettent de franchir un niveau critique, mais comme je vous l'ai signalé hier, on le franchit d'une façon
assez bizarre. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde la structure en intraday, il n'y a pas de structure de prix. Ça, c'est de la pure bubule parabolique. Et ce dont on se rend compte, c'est que là, on commence à perdre le momentum. Je vous ai déjà dit, attention, quand on perd le momentum dans une bubule, en général, quand ça corrige, ça ne fait pas semblant. Et on part de haussier à baissier. C'est-à-dire que, je l'ai dit, la dernière fois qu'on a rationalisé ce marché, c'était ici. C'est-à-dire que théoriquement, les premiers supports sur le DAX sont à 11 600, 300 points plus bas. J'aime autant vous dire que, effectivement, c'est pas très joli si on tombe. On voit bien la structure où on casse des supports ici, là, tac, on avait constitué un support, on le casse. Ici, on casse ce même support. Par contre, on franchit également les résistances. Ça laisse souvent penser à ça, le biseau d'élargissement. Donc, le biseau d'élargissement n'est pas une structure haussière, c'est une structure d'indécision volatile. Donc, est-ce qu'on doit considérer le franchissement de la zone des 11 008 comme acté en daily ? J'ai envie de dire que ça demande des validations. Soit ici, on va faire un petit doji aujourd'hui et c'est seulement demain qu'on va invalider. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une evening star. Et une evening star ne valide pas le cassure de la résistance. C'est-à-dire qu'on aura fait les gugus ici pour chasser les stops, pour mieux revenir dessous. Et ce sera un gros rejet baissier qui amènera normalement la sortie baissière de cette structure. Soit tout simplement, c'est moi qui me plante et on continue d'enchaîner les journées haussières et tout simplement, cette zone va devenir un très fort support swing. C'est-à-dire que le DAX, cette zone-là, il va la reprendre en tant que support. Alors, c'est pas impossible, encore une fois. Ce qu'on voit, c'est que sur l'Eurostoxx 50, on travaille ces mêmes niveaux, mais qu'on est déjà beaucoup plus haut. Alors, je vais essayer de mettre... Voilà, c'est un niveau clé. On va le mettre en plus gras pour le voir bien. Voilà. C'est le niveau de polarité du DAX. D'accord ? C'est-à-dire au-dessus, tout va bien. En dessous, c'est un peu la même merde. Et on poursuit le schéma de dégradation des prix dans l'objectif donc d'une tendance baissière, c'est-à-dire petit à petit, à terme, se projeter vers un bear market. Alors le marché n'a pas du tout envie de le faire. On est bien d'accord. Hein, et pour l'instant, on s'est arrêté donc sur les niveaux symboliques. On dit, voilà, on s'est fait moins 25. Normalement, on est supposé s'arrêter à moins 20. Donc déjà, on a fait moins 25. Normalement, moi je pense qu'on peut aller un petit chouïa plus bas. Et on va donc essayer de voir. Moi je surveille dans ces jours-là, donc je respécule à la vente. Hier j'ai pris une vente DAX avec vous, je vous l'ai donné en direct. Ça a été prêt à 960, donc pour l'instant c'est pas trop mal barré, mais c'est pas non plus gagné. Et j'attends de voir comment ça se comporte. Soit aujourd'hui tout simplement on fait carrément un avalement baissier, c'est-à-dire la séance d'hier, on l'invalide complet, et je vous dis on retourne vers les 11 600 en ligne droite, avec donc des formes d'accélération baissière assez pernicieuses comme on avait connu à l'époque. Soit je vous dis aujourd'hui on arrive à stabiliser dans un volume complètement inexistant, il n'y a pas de catalyseur aujourd'hui. Donc en fait, il est tout à fait possible qu'on essaye de mourir dans la zone aujourd'hui et que simplement demain, le NFP nous fasse chuter. Ou pas, hein, encore une fois, on peut très bien rester à plat aujourd'hui et demain, je vous dis, boum, une nouvelle euphorie, le NFP est fantastiquement beau et tout le monde repart. Et comme on est dans un schéma parabolique, il va falloir malheureusement paraboliser encore plus les prix. Okay, c'est-à-dire que si cette zone devient la constitution d'un support et non pas l'éclatement de la petite bulle spéculative de court terme, parce que là, attention, hein, la bulle spéculative, elle grignote. En 15 minutes, on est en pure bulle spéculative. Mais pour moi, cette bulle se termine. Hein. On voit bien que les boîtes se rejoignent, que ça y est, ça commence à plafonner complet. Donc là, au pire, on se fait un petit excès aujourd'hui pour aller chasser les 12 000 et compagnie. Mais voilà, normalement une bulle ça fait pas ça, hein. Normalement une bulle ne va pas chercher d'excès, ça se dégrade exactement comme ça. On perd le momentum, tout le monde pense qu'on va pousser, mais comme on a fait les cons avant, malheureusement ça passe pas et boum, c'est le moment où normalement on commence à renfoncer toutes les zones ici qui n'ont constitué aucun support. Normalement on les enfile en ligne droite parce qu'en fait tous ces prix ne veulent rien dire. Tout ça, ça veut rien dire, les derniers supports qu'on a constitués, il est là. Et donc je vous dis, normalement c'est là qu'on retourne en ligne droite. Donc faites attention, pour l'instant on peut passer un peu de temps ici avant la phase de dérouillage, mais normalement il n'y a pas de poussée à la divergence dans ces structures-là. Voilà, pour moi la divergence en 15 minutes elle est là, c'est celle que je vous ai traitée hier, je pense qu'elle n'a pas de raison d'être débordée par un nouveau système de hausse. Normalement, voilà, le marché s'ancre ici à l'achat, hein. Vous voyez bien la polarité sur le RSI, voilà. On reste au-dessus de 0 pendant 100 bougies comme des teubés, puis on perd le momentum, on passe en dessous de 0 et on va y rester. C'est de dire, normalement, ici, le momentum va rester ancré en dessous de 0 de la même façon, mais évidemment, on baisse toujours plus vite que ce qu'on monte dans une bulle, ce qui fait que ce sera plus rapide, le momentum vendeur sera plus fort, et la durée du cycle consolidant de cette machine sera plus faible, c'est-à-dire sera plus court. Voilà, normalement, ça va baisser un peu plus fort, paf, hop, et on se stabilise et on va essayer donc de juger un peu entre les deux. Normalement, ici, je pense qu'on va revenir donc traiter la zone d'équilibre. La zone là, on va dire entre 730 et 600. Et c'est ici qu'on va donc essayer de voir si on repart à l'achat ou on repart à la vente. C'est-à-dire que si vous vous dites, en gros guillemets, on va revenir tester cette zone-là, la zone médiane du biseau. Ce qui est tout à fait normal. C'est de dire, normalement, si on revient ici, on revient un peu à la neutralité et on décide. Soit ici, le biseau, on décide d'en sortir par le haut. Moi, je vous dis, dans ce cas-là, j'invaliderai. Mais normalement, ici, sur le DAX, j'aurais largement eu le temps
de gérer mon risque. Hein, c'est-à-dire que c'est ce que je veux retrouver maintenant, en fait un marché avec de la volatilité qui montre de l'indécision et qui permet aux deux contreparties, qu'elles soient acheteuses ou vendeuses, de gérer les risques. Le problème c'est que pour l'instant on est dans une aspiration haussière crétine, non supportée par la macroéconomie, qui n'a aucune volatilité. C'est-à-dire que là-dedans, si vous essayez de trader en tant que vendeur, vous ne pouvez pas gérer les risques parce qu'il y a cette complaisance absolument stupide qui vous empêche tout simplement, qui empêche les retours vers les supports. Donc pas de retour vers les supports égale pas de gestion du risque pour un spéculateur. Raison pour laquelle un spéculateur qui essaie de vendre ce marché de manière rationnelle, c'est-à-dire qui se dit mais c'est stupide, c'est n'importe quoi ce que font les prix, bah, il se fait démonter. Parce que tout simplement, regardez ici, il y avait bien une zone de vente, mais si vous vendez, vous allez vous dire je gère mon risque sur le support, sauf que bah non, hop, pas de support, stop loss chassé immédiatement. C'est ça le danger en fait de la très faible volatilité. C'est que ça ne permet pas la gestion du risque pour des vendeurs. Ça polarise complètement le marché à l'achat. Le problème c'est qu'un marché polarisé à l'achat, ça n'existe pas. Un marché, c'est des acheteurs et des vendeurs. Donc quand les acheteurs sont en total contrôle des prix, ça veut dire qu'après, les vendeurs vont être en total contrôle des prix pendant un moment également, hein, pour retrouver cette forme de neutralité. Donc pour moi, la neutralité en général, c'est 50-50, c'est de dire, voilà, on va traiter cette zone ou peut-être cette zone-là, mais c'est normalement par là qu'on va essayer de revenir à la normalité, et soit les acheteurs reprennent la main, et dans ce cas-là, sincèrement, moi je pense qu'il faudra arrêter les scénarios vendeurs. Ça voudra dire que le débordement de la zone des 11 008 est considéré comme acquis et juste. Et pour moi, c'est une zone de très forte polarisation sur le DAX. Donc je surveille clairement l'action des prix dans les prochains jours. Si cette zone-là est un faux débordement, normalement la sanction baissière sera forte derrière et l'excès haussier sera corrigé par un excès baissier. C'est-à-dire qu'ici, quand vous aurez envie d'acheter, il y aura probablement la même chose qui va se mettre en place. Une petite cassure, là, boum, un peu débile, pour aller chercher des niveaux un peu plus profonds que ce qu'on pourrait anticiper. Maintenant, de côté S&P 500, donc toujours les mêmes problèmes. L'approche de ce 15 avril commence à crisper le marché de la volatilité, que je vais vous mettre à gauche. Voilà, et donc hier, la volate se réveille enfin, et je vous avais dit, moi je commencerai à être un petit peu plus méchant sur le S&P 500 dès qu'on aura un avalement haussier sur la volatilité. C'est chose faite hier. Clôture au-dessus de 50% de la bougie et au-dessus du plus haut de la journée précédente. Le VIX est en squeeze dans un schéma ascendant, d'accord, c'est-à-dire que la volatilité ici a un VIX à la hausse hésitant, hein, d'accord, donc attention, on ne considère pas ça comme étant gagné, mais le squeeze ici, à l'approche des échéances dont on a déjà parlé, d'accord, c'est de dire aïe 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 les gars, ça va commencer à piquer dans les slibars si les mecs sont orientés un peu trop fort à la vente sur la volate et si Goldman ou quelqu'un d'autre décide de les mettre à la porte, ça risque de saigner. Je vous rappelle l'analyse que je vous avais fait à l'époque, donc là les 75% ici pour marquer le bottom, et en fait cette zone-là, qui correspond à 92%. Bon, alors, pourquoi 92? On s'en fout, ce n'est pas nécessairement un Fibo. Mais voilà, 92% ici, c'est le moment où en fait on a trouvé le second bottom supérieur et c'est le moment où la volatilité donc repart à l'achat. Okay, ça ne veut pas dire que les prix vont nécessairement s'arrêter là. Rappelez-vous, là, normalement, le marché continue et va pousser à la divergence dans un schéma acheteur. Comme je pense qu'aujourd'hui on est dans un schéma vendeur, attention à ce qu'on n'ait pas convergence prix et volatilité, c'est-à-dire qu'on commence déjà à fabriquer les creux et sommets descendants à plus court terme. Donc on va surveiller ça, mais donc voilà, pour moi, ça y est, c'est fini pour les schémas de volate. Les vendeurs de volate commencent à se dire que là, de toute façon, la partie commence à être terminée, qu'ils peuvent au maximum tirer encore quelques jours avant, et normalement, plus on se rapproche du 15 avril, et donc du vrai rollover, c'est-à-dire la clôture du contrat 17 avril, c'est là où ça va commencer à saigner si jamais ils se sont trompés. Hein. Les shorteurs de volate, ils vont se diriger vers la sortie, tous ensemble et en même temps, si jamais ça queen ou si jamais un gros poisson se dirige vers la chasse au stop comme ils l'ont fait précédemment. Et je ne serais franchement pas surpris que ça arrive. Donc restez prudent, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire, ces lignes-là sont des lignes temporelles, donc il faut rester prudent, mais ça annonce que normalement, dès demain, on va former un bottom sur la volate et commencer à réorienter la volatilité vers la hausse. Donc enfin, normalement, permettre aux vendeurs comme aux acheteurs de pouvoir gérer leurs risques avec des amplitudes de prix plus confortables. Voilà, donc maintenant on part en intraday, puisque là, on va pouvoir enfin faire de l'intraday. Je dis, ça y est, on a enfin l'avalement haussier sur la volate, les mecs vont putain enfin nous foutre la paix. Ça ne veut pas dire que c'est gagné pour les vendeurs. Hein. On est bien ici sur des obliques qui sont orientés à l'achat, et on a vu que la volatilité pouvait permettre des excès divergents, mais que normalement, la structure sur la volate, c'est game over. Là, ils sont obligés de s'arrêter.
Ce qu'il y a eu hier, c'est un signal. On peut très bien consolider, comme je vous dis ici, rebaisser un coup et venir essayer de chercher un sommet divergent. Mais normalement, ici, maintenant, je pense que mes stops à 2900 sont safe. Donc, j'ai plus besoin de reprendre de nouvelles nouvelles pertes sur le S&P 500. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à l'écart des problèmes. Voilà. Alors, il y a le problème du NFP et donc de la volatilité, ce qui fait que je vais bien évidemment pas mettre des stops au marché. Hein. Pour le cas où, si demain, dans un contexte faiblement volatile, le NFP commence à faire des vagues comme ça, il est hors de question que je me fasse arracher sur le sommet par le NFP et sa volatilité. Mais par contre, si le NFP est haussier et qu'on me fait 1, 2 clôtures horaires, 3 clôtures horaires ici, clairement, je m'en vais. Hein. Voilà. Donc qu'on soit bien d'accord. Mais sur l'aspect volatile de la sortie de la news, il est hors de question que je me fasse péter la tronche. Si c'est un commentaire de la Maison Blanche ou Dieu sait quoi qui arrive, ou le deal, hein, ils peuvent très bien se dire, allez, c'est le moment de sortir le deal pour essayer de racler les stops une dernière fois. Moi, si le deal sort, ça peut très bien, voilà, je vous dis, boum, effet d'aspiration pendant quelques heures, et ça retombe aussi sec derrière. Il est hors de question que je me fasse péter la tronche sur un truc pareil. Voilà. Hein, je parle bien d'invalider si on tient plusieurs clôtures au-dessus de ma zone à 2009, certainement pas d'un stop dans le marché, vu le contexte actuel où on a bien compris que Wall Street veut absolument racler les vendeurs une dernière fois. Hein. Ils rêvent que de ça, donc de nous sortir ce fameux accord et espérer donc que dans un contexte très tendu, on puisse avoir un peu de volatilité à l'achat. Par contre, je pense que le deal, une fois sorti, va décevoir le marché. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Pour moi, il n'y a aucune chance que ce soit acheté, ou pratiquement aucune, que ce soit acheté par les algos à court terme, comme je vous dis, quand on va nous dire le deal, la signature officielle du deal, le machin, le ceci, le cela, ou tout simplement hein, une news qui va dire voilà, rendez-vous telle date pour une signature, une co-signature sino-américaine tel jour. Voilà, bon, ça le marché va dire waouh, mais c'est génial, ça y est, c'est la dernière fois qu'on peut pricer quelque chose de bien. On a enfin la date, donc il n'y aura plus rien à bouffer à partir de là, donc bouffons une dernière fois. Et attention à ça, voilà. Je pense que cet aspect volatile, ces aspirations peuvent aller chercher sans problème 2897, proche de mai 2009. Par contre, ça ne veut pas dire que je déclencherai mon stop. Hein. Voilà. C'est bien une zone d'invalidation. Et évidemment, je suis prêt à tolérer quelques points de plus sur le S&P 500, mais je parle bien d'installer des clôtures, c'est-à-dire d'installer de la valeur. Si on va là-bas avec de la volate et des volumes de merde, il est hors de question que je considère ça comme un transperçage des prix. Quoi d'autre? Donc alors on revient sur le DAX et on fait de l'intraday. Donc les structures ici, hein, toujours pareil, de dire attention à ne pas considérer ça comme étant gagné. On peut très bien donc soit avoir l'effondrement du DAX par rapport à la bulle spéculative, c'est-à-dire qu'il me semblerait un schéma de crispation directe et entre guillemets on commence à sentir que le NFP va pas être très très bon et on se repète la tronche dans la structure basse, c'est-à-dire le S&P 500, boum, retour sur la partie basse de son biseau et ici c'est le NFP qui décidera. D'accord. Et on peut avoir donc en même temps une baisse sur le DAX assez sensible, retour dans la zone de neutralité, retour de la volate, on se fait moins 2,5 dans les 2 jours, entre aujourd'hui et demain. Demain, NFP, hein, c'est 14h30, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie session européenne demain. Donc si vous dites 2,50, mais non, mais on ne va pas baisser 2,50 dans une journée. Non, il y a 2 jours en fait. Il y a 2 sessions européennes, celle de ce matin et celle de demain. Et encore une fois, si vous vous dites, mais 2,50 c'est énorme, bah dites-vous qu'on s'est quand même fait 6% à la hausse comme des gros tebiches et ça ne vous a pas surpris plus que ça. Donc ne vous dites pas, voilà, il faut être à la hauteur de la bêtise. C'est tout simplement que la volate sur le DAX, quand elle va revenir proportionnellement à la bêtise haussière. Donc ici, même chose. Si vous vous dites, oh mon Dieu, 1,76, mais c'est énorme, voilà, bon ben non, c'est pareil, on peut le faire en 2 sessions, c'est tout à fait prenable et faisable. On regarde la Chine, donc la Chine s'abaisse pas cette nuit, donc ça reste stable sur la partie Nikkei, le Shanghai s'offre encore un petit % avec un gap haussier, mais évidemment tout comme les US, ça gap à la hausse et le gap est clôturé, alors eux ils clôturent quand même en haut, donc on va noter la chose, mais attention, non, pareil, on commence à perdre le momentum, et les gaps ici commencent à être clôturés, c'est plutôt en général signe d'un retournement, donc je pense que tout est ouvert au niveau des supports, en tout cas c'est plus la Chine qui embêtera les mouvements vendeurs, puisque je pense qu'ils sont terminés, ils sont au bout de ce qu'ils peuvent tirer, le cycle commence déjà à se dégrader, donc là même chose, hein, ça pousse, ça tente, on perd le momentum, là c'est même chose, retour vers les supports et normalement cassure immédiate, hein, donc là ça ferait limite un trade vendeur à reprendre sur le Shanghai Composite, je regarde si je peux me mettre là-dedans. Je pense que cette nuit c'est intéressant, hein, voilà, on voit bien dans un contexte 4 heures ici, hein, donc la fin de tendance.
on trade, vous voyez, la vague 4, et boum, le dernier débordement, l'excès vague 5, la divergence, la fin de cycle. Je pense qu'il y a tout ici pour shorter en 4 heures le Shanghai Composite. Donc normalement ici, la dégradation à venir dans les prochains jours, avec retour vers le support, cassure de ces 10 supports de vague 4, normalement retour donc dans le contexte acheteur, et après on va voir si on peut avoir un peu plus de dégradation. Il y aura forcément une phase de range et d'hésitation par là, sauf catalyseur. Je vous rappelle qu'évidemment, si Wall Street commence à chuter en ligne droite et nous fait des retournements en V-top, vous aurez les mêmes V-top sur la Chine. Donc on est monté stupide, ne cherchez pas à structurer la baisse. Ça ne veut absolument pas dire que les acheteurs sont en contrôle des prix et que du coup, ils vont supporter les différents supports. C'est possible, c'est aussi possible qu'ils vous arrachent la gueule en ligne droite parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Je vous rappelle que les volumes d'achat, on ne sait jamais réellement qui achète, pour quelles raisons. On est obligé de spéculer à ce niveau-là. Mais je vous ai quand même fait remarquer hier sur Twitter qu'il y a des trucs qui craignent. Je vais vous les mettre ici quand même. Voilà, je vous l'ai posté hier soir sur Twitter, ça. On va se le mettre en grand, celui-là. Voilà, donc toujours notre bon vieux chart, les ETF contre le S&P 500. Donc voilà, je vous les avais mis en valeur relative ici. Alors là, évidemment, les échelles ont changé. Je vais essayer de... je crois que c'était à peu près un truc comme ça. Voilà, bon, on s'en fout. Mais donc, ça revient à dire... Alors, attends, sinon, c'est celui-là. Je sais pas. Bref, bon, on s'en fout. Donc le principe revenait à dire, je vous avais marqué ça là, de manière logique, revenait à dire, donc si on part du dernier bottom, d'accord, du bottom majeur, les achats, les volumes d'ETF, donc toujours pareil, volume entrant moins volume sortant plus le volume stagnant, donc le volume investi actuellement dans les ETF a augmenté donc depuis le pic de fin 2018, début 2019, de 88%. C'est-à-dire les mecs, ils ont quasiment doublé l'appétit pour les ETF à partir du point bas. Le S&P 500, lui, est à 22% de hausse. Alors c'est aussi stupide l'un que l'autre, d'accord. Il s'agit bien donc de structures complètement paraboliques. Des paraboles dans l'autre sens, c'est-à-dire que la parabole, c'est l'euphorie d'abord, enfin la sortie de la panique rapide, puis un petit peu d'espoir, limite un semblant d'euphorie, et on attend évidemment le moment de du retour à la normale. On voit très bien d'ailleurs sur ce chart en clôture, là où se trouvent les supports du S&P 500, c'est-à-dire pour moi c'est 26, 30, c'est la zone où ici normalement on va commencer à dire, ok, il y a peut-être des supports acheteurs. C'est ici que moi, en tant que vendeur, je vais commencer à gérer mes risques. Cette zone-là, ces anciens supports et ceux-là. C'est ici où je pense qu'évidemment, on est sur des prix d'équilibre, d'indécision acheteuse-vendeuse. C'est ici qu'on hésite entre la Bérésina, oh mon Dieu, fin du monde, il y a la récession, ou tout simplement, bon, c'est pas si mal, mais on peut constituer un support ici, essayer de ranger pour voir avant d'aller chercher éventuellement les sommets historiques. Je vous rappelle quand même qu'il y a le deal, certes, mais il y a aussi toutes les news macro qui sont extrêmement mauvaises depuis plusieurs trimestres. Il y a aussi le fait que ça n'est historiquement pas arrivé depuis 2007 et 2008, on attend tout simplement des profits négatifs, c'est-à-dire un year-to-year négatif par rapport aux actions. On va faire le point là-dessus après, d'accord, sur ce contexte toujours, parce qu'il faut comprendre le contexte pour faire de l'intraday. Okay, donc toujours ce même contexte, on attend aux États-Unis un trimestre récessif, c'est-à-dire un trimestre où on contracte les bénéfices des entreprises par rapport à l'année précédente. Normalement, les prix doivent donc être plus bas qu'il y a un an, chose qui n'est pas le cas donc pour l'instant. Donc il y a des baisses possibles à Wall Street. Par contre, évidemment, il y a tous les gourous habituels de la hausse qui sont là et qui nous disent ce sont des effets transitoires, puisque le Q1 2017 était historiquement génial, et à cette époque-là, évidemment, forcément, on est en contraction aujourd'hui à cause des effets conjoncturels de l'époque. Oui les gars, c'est ce que je vous dis depuis un an, que effectivement les Q4 2017 et Q1 2018 sont historiquement débiles, et que évidemment c'est ça qui va nous faire plonger en récession. C'est à cause de ces excès qu'on va commencer à comprendre que les entreprises sont moins profitables, et on ne peut pas avoir des prix qui montent quand les entreprises sont moins profitables. Donc ça va commencer à faire baisser les prix, et après mécaniquement ça se dégrade tout seul. Comme les prix sont orientés à la baisse, on achète de moins en moins, on est plus prudent, on est positionné sur des secteurs défensifs, moins volatiles, donc on perd de la volatilité, et les secteurs qui étaient volatiles ne sont plus productifs. Tout simplement, on se dirige vers des baisses de prix. Les baisses de prix commencent à s'auto-alimenter, la spéculation s'oriente à la baisse, et tout simplement, vous avez une récession qui arrive. C'est comme ça que ça se produit à chaque fois, nom de Dieu. C'est-à-dire que les mecs, ça commence à se dégrader, les mecs disent « Ah mais non, c'est pas grave, ce sont des effets transitoires, ça va forcément revenir le trimestre suivant ».
C'est-à-dire que là, ce qu'ils nous disent, c'est que toutes les guidance sont négatives, qu'on va probablement avoir donc des guidance revues à la baisse de plus de 30% pour les entreprises, mais par contre, ce qu'on nous dit, c'est que le Q2 2019 sera probablement 3% supérieur au Q2 2018. C'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire que du coup, en fait, ça ne sert à rien de baisser, puisqu'on va devoir remonter après. D'accord? Il faut que vous compreniez la logique actuelle donc, des gestionnaires bullish à Wall Street. Ils disent, il y a probablement une consolidation qui va arriver de manière logique, puisque on est obligé de pricer quand même la réalité. Et la réalité, c'est que si je mets le S&P en year to year, d'accord? Là, on attend donc des bénéfices 30% inférieurs à ce qu'on avait ici. Une baisse des guidance de 30% et des profits des entreprises, je ne sais plus le chiffre, mais c'est attendu en baisse. Voilà. Donc normalement, on doit être plus bas en year to year que ce qu'on était il y a un an. Voilà. On doit être plus bas que ça. Or, on est 3 et quelques pourcents plus haut. Donc, on est 10% plus haut. Donc comment vous pouvez m'expliquer que les prix soient 10% plus chers alors qu'on attend des résultats plus faibles? Normalement, les prix doivent être plus bas. Donc la consolidation, elle est juste normale, et normalement, on doit consolider au moins sur les niveaux auxquels on était il y a un an. Et encore, ça c'est si on se dit, bon, ça va quand même bien se passer. D'accord? Et effectivement, le coup de dire le Q2 va revenir. Parce que dans ce cas-là, si on se place dans un objectif Q2, d'accord, donc on se met juillet, c'est-à-dire ici, hop, si on se met juillet, là on se projette donc Q2, c'est-à-dire les projections que nous font nos amis aussi à Wall Street qui disent, bon, on risque de baisser un petit peu, revenir chercher les niveaux du Q1, ok, mais ici il n'y a pas de raison de paniquer puisque normalement au Q2, on doit être à peu près par là, voire légèrement au-dessus. D'accord? C'est-à-dire en juillet, là, ici, on doit se retrouver normalement dans cette zone de prix qui est similaire ou légèrement supérieure au Q2 2018, puisque normalement, en year to year, on estime que les profits du Q2 seront similaires ou légèrement supérieurs au Q2 2018. Donc, si les mecs nous disent, ok, on n'est plus capable de voir rien du tout sur les marchés à plus de quelques jours, parce que sincèrement, on n'y comprend que dalle que la volatilité soit aussi basse, et on risque de se repéter de la volate, mais les mecs nous disent, bon, on a un petit peu de mal à voir sur ce quarter, mais c'est pas grave, on voit très bien sur le suivant. Mais vous nous foutez de notre gueule, les mecs, ou quoi? On ne voit plus rien à plus d'une semaine en ce moment. On ne comprend plus rien du tout à l'économie. On a des marchés qui montent alors que la macro se dégrade. On a une Fed qui est accommodante alors que les marchés restent complètement averses au risque. Et on a des schémas très dangereux sur la prise de risque, sur la volatilité. Et ça n'inquiète personne. On se dit tous, il n'y a pas de souci. En fait, on ne voit rien à horizon quelques mois, quelques semaines, mais par contre, dans 3 mois, on voit tout à fait et tout va bien se passer. Ah ben, je vous dis, ça a intérêt à bien se passer. Parce que si là, on a des entreprises qui montent des profits à la baisse comme on les attend, et qu'en plus, ils dégradent les guidance, on va devoir revoir ce point-là et dire, ah putain, on sera peut-être là le trimestre prochain. D'accord? Et puis quand les prix vont commencer à baisser, on va dégrader encore plus les guidance, on va avoir des profit warnings, des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça que ça se passe en fait, une récession. D'abord, les mecs voient le verre à moitié plein tout le temps, puis ils commencent à se rendre compte que le verre est à moitié vide, et puis quand on se rend compte que le verre est à moitié vide, les prix sont déjà là, et quand les gens vous disent « Ah ben on s'est trompé, au final c'est baissier en fait on est déjà en train de casser les supports. Ce qui fait que si vous attendez que les mecs vous disent « Il faut baisser, il faut vendre les actions parce que les guidance sont revus à la baisse », le jour où ils vous diront ça, c'est déjà beaucoup trop tard. Donc mon job, c'est d'anticiper le fait que les mecs se sont complètement plantés sur toute la ligne et qu'ils vont dégrader petit à petit leurs perspectives, tout comme tous les fonds, toutes les instances monétaires et tous les économistes dégradent déjà les perspectives de croissance pour l'année en cours et qu'ils ne les voient pas remonter sur l'année suivante. Donc là, il y a 2 discours complets. Il y a les traders spéculateurs d'un côté qui disent tout va bien se passer, ce sont des effets conjoncturels dus au tax plein. Ce que je vous ai dit, ça va dégrader les prix et les prix vont être autoréalisateurs et vont créer tout simplement un ralentissement de la croissance et ainsi de suite. C'est exactement ce que je vous avais prévu il y a un an, que comme on a surchauffé, on va baisser derrière de manière conjoncturelle, et tout le monde va vous dire « mais non, ça va remonter, et ça remontera jamais », et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils ont tort, c'est là où les prix vont s'effondrer. C'est ça la réalité. Et je vous ai dit, cette phase-là, elle va se produire là. Je ne sais pas si c'est pour cet été. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, normalement, il n'y a absolument rien qui justifie qu'on n'aille pas revisiter la zone des 26, 80 au minimum, et encore, c'est si réellement les guidance des entreprises restent positives. Mais normalement, horizon les 2 prochains trimestres, on ne peut pas décoller de cette zone, puisque c'est ici que se trouvent les profits des entreprises. Je vous rappelle que la bourse, c'est pas de faire mumuse à projeter un marché dans 24 mois quand on est incapable de le lire à plus d'une semaine, mais de dire, on va au moins pricer ce qui se passe maintenant, on verra ce qui se passe après, plus tard. On attendra de nouvelles informations. On va être data dépendante. J'ai pas dit que le marché allait
allait s'effondrer. J'ai juste dit que là, le marché, il est 10% plus haut que sa valorisation théorique rationnelle. C'est ça que je dis. Donc, pour moi, là, il n'est pas logique qu'on essaye d'arracher les vendeurs, il est plus logique qu'on nous laisse gérer nos risques, et ensuite, on verra bien ce qui se passe. Moi, je m'en fous de savoir si l'économie va s'effondrer ou pas, ou si on repart vers les sommets historiques. Tout ce que je dis, c'est qu'on doit être par là, en termes de zone de prix, d'un point de vue théorique et d'un point de vue rationnel, par rapport à ce que les entreprises produisent comme richesse actuellement, par rapport aux richesses passées produites. Encore une fois, l'économie, elle a peut-être surchauffé, mais est-ce qu'ici, on est resté à plat sur les prix? Non, non, ici, on a anticipé le meilleur. Donc, ça a été pricé, le meilleur. Donc, si on dégrade un peu le meilleur, il faut dégrader les prix, les gars. C'est juste normal. La suite, c'est de savoir à quel niveau on va dégrader tout ça. Pour moi, c'est par là que se joue la zone de décision. On doit y retourner. Et après, si ça remonte, j'ai dit OK. Mais il faut passer 2 trimestres à plat. Et il faut absolument que les guidance des entreprises restent orientés à la hausse et que les chiffres réels se réorientent à la hausse pour qu'on puisse reprendre en direction des sommets historiques. Ça, je suis navré, c'est pas possible. On ne peut pas tenir ce truc-là en ligne droite. Sinon, on se décorrèle de l'économie. Et derrière, c'est un crack si on se rend compte que les 2 trimestres de suite, les guidance sont négatives. Je vous rappelle que 2 trimestres de contraction sur les profits, c'est ce qu'on appelle une récession. Hein. Là, on sait qu'on va en avoir un, mais les mecs commencent déjà à nous dire c'est pas grave, c'est un effet conjoncturel, il n'y aura pas le suivant. Mais et si il y a le suivant? Et si on est en récession, en fait, les gars, vous serez juste foutus de notre poire, sauf qu'en plus de ça, si vous faites ça avec des sommets historiques, on va s'effondrer derrière. C'est ça la réalité, je vous l'ai dit encore. Moi, je vous ai dit, je les laisse tranquilles pendant encore 3 mois et demi s'ils nous foutent la paix, c'est-à-dire s'ils nous arrachent. S'ils décident d'aller au sommet historique, moi j'attends le prochain trimestre, juin, juillet, et ici, c'est un crack derrière. Parce qu'ici, ils auront tout payé au best, et si les guidance restent orientés à la baisse et qu'on s'amuse à faire un deuxième trimestre plus bas que le trimestre précédent, c'est ce qu'on appelle une contraction de la production, c'est annonciateur, tout simplement, d'une récession économique. Donc, moi, je m'en fous de savoir comment on fait. Tout ce que je dis, c'est que ça, c'est la manière irrationnelle, la manière stupide et la manière qui se terminera par un effondrement littéral des valorisations. Ça, c'est la manière retour à la normale, gestion du risque, on attend les informations, et ensuite, soit c'est haussier, soit c'est baissier, et le marché prendra sa décision. Voilà. C'est un peu la façon dont je vous dis. Cette zone-là, elle est théorique. Normalement, on doit venir la traiter, parce qu'on voit qu'historiquement parlant, elle a eu du sens. Maintenant, si on décide de ne pas la traiter et qu'on va ici, on ne la retraitera pas là. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fera pas non, un petit support. Voilà. C'est-à-dire que si on s'amuse à jouer ça, ici, ce sera ligne droite. Et on repartira tout de suite casser les supports. Si ça chie. Attention, ça peut aussi anticiper le meilleur, et puis ça se passe bien. Mais dans tous les cas, ici, il faudra rebaisser derrière. Donc bref, voilà, les baisses ne sont pas possibles, encore une fois, par rapport aux gestions du risque. Je vous rappelle qu'on achète tous mardier à crédit, surtout sur le marché repos et compagnie, c'est-à-dire que c'est du collatéral en action qui est utilisé pour acheter des actions. Enfin, c'est complètement débile, hein, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est du crédit fait à partir des actifs qui permettent d'acheter avec le crédit. Bon, c'est débile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si aujourd'hui, j'achetais une maison à crédit, d'accord ? Et puis je décidais de gager cette maison à crédit pour acheter une autre maison à crédit. D'accord ? Donc je vais voir mon banquier, je lui dis, bon, ben là j'ai un crédit en cours sur une maison, mais je peux vous gager la maison que je ne possède pas, puisque je l'ai donc acheté à crédit. Tant que je n'ai pas remboursé le crédit, je ne la possède pas, mais dans le milieu financier, vous possédez le titre, donc vous possédez la valeur, même si vous n'avez pas remboursé. Vous pouvez gager ce truc-là pour obtenir des taux d'emprunt plus faibles. Je dis, c'est vraiment une petite boucle de crédit extrêmement dangereuse, extrêmement systémique, ou dans laquelle la confiance doit perdurer. Donc je vous dis, la confiance commence déjà à s'éroder, mais la Banque centrale a dit, on est là pour assurer et vous prémunir du risque systémique. Moi, je vous dis encore une fois, c'est une histoire de confiance. La confiance, une fois qu'elle est rompue, ce crédit s'anesthésie tout de suite, et on fera une émission un jour sur le crédit, et on parlera un peu de tout ça. Je pense que la chaîne Eureka le traite déjà de manière très très bien, mais on le traitera d'un point de vue spéculatif, d'un point de vue trading. Lui, il le traite d'un point de vue économique, vous faire comprendre comment on définit normalement un taux d'intérêt par rapport à la plage de risque de défaut et compagnie. Et là, effectivement, on ne price pas les risques de défaut, puisqu'on se dit qu'il n'y a pas de défaut possible, la Banque centrale, de toute façon, sera là pour soutenir tous les risques systémiques. Bah oui, mais les gars, vous ne vous rendez pas compte de la somme qui est en jeu dans les risques systémiques de crédit. Et il suffit d'un seul événement de crédit pour que tout s'écroule, et la Banque centrale n'a pas les moyens de payer ce crédit. Hein. On soit bien d'accord. On est bien au-delà de tous les standards de 2008. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, s'il y a un effet systémique sur le crédit, et qui se répand tellement vite qu'on doit commencer à calculer la perte, on sait très bien que ça ne sert à rien de la calculer, elle est impayable par personne.
C'est probablement 30% des valorisations qui sont à crédit et des crédits qui ne peuvent être remboursés si la bourse baisse. Donc, s'il y a un événement de crédit, encore une fois, c'est quand même 30% de 27 trillions de dollars. C'est pas possible de rajouter ça sur le bilan de la Fed. Alors, si tout est possible, hein, mais voilà. Donc attention, toujours pareil, il y a des risques réels sur les prix, il y a des risques systémiques en arrière-plan sur la volatilité et les différents paris spéculatifs qui sont faits dessus. Il y a des risques dangereux systémiques sur les effets de crédit. Crédit corporate, crédit étudiant, enfin toutes les bulles de crédit américaines. Donc il faut faire très attention. Ces risques sont là, ils sont systémiques, ce sont des black swans, d'accord. Donc j'ai pas dit qu'il fallait les anticiper, juste dit il faut considérer que ces risques sont là. Ils sont certes faibles, mais ils ont des effets cataclysmiques. Donc au bout d'un moment, normalement on doit commencer quand même à les prendre en compte dans les pricing, très légèrement, mais on doit les prendre dans le risque. Chose qu'on ne voit pas ici. Les taux d'intérêt sont toujours très très bas pour tout le monde et il suffit de filer un petit collatéral pour dire allez c'est bon, je veux des taux à 2%. C'est le taux repo moyen. Hein. Aujourd'hui, j'ai plus les chiffres, mais le taux repo il doit probablement être près de 2,5%. Donc c'est de dire annualisé hein, de 2%. C'est de dire aujourd'hui on peut avoir des taux à 2% en interbancaire. Pour faire de la grosse spéculation extrêmement dangereuse sur la volate et compagnie. Mais vous pouvez avoir des fonds illimités tant que vous venez gager quelque chose. Même si votre fonds il est complètement investi en actions et que vous êtes un fonds agressif spéculatif, vous pouvez aller voir les grosses banques d'affaires pour leur dire j'ai besoin d'un crédit, alors je vais vous donner mon obligataire en garantie, c'est-à-dire j'achète un peu d'obligataire parce qu'il n'est pas cher, je le mets en garantie sur ce contrat, ça me permet d'avoir un repo pas cher et du coup je peux emprunter avec des taux à 2 et 2,5 alors que mon activité ultra spéculative et ultra dangereuse présente un risque bien supérieur à 2,5%, mais c'est pas grave. Voilà. C'est ça en fait le problème. Hein. Le vrai problème du repo, c'est ça. C'est de dire aujourd'hui, la prise de risque parabolique des spéculateurs agressifs, elle coûte pas cher à emprunter puisqu'elle emprunte sur des marchés à terme, à court terme, à très court terme, le marché repo, qui fait que il reporte le risque jour après jour en espérant qu'il n'arrive jamais. Sauf que le jour où ce risque arrive, ces gens-là qui ont emprunté des sommes astronomiques avec des effets de levier colossaux, hein, normalement ces gens-là on leur fait payer des taux d'intérêt de dingue. D'accord. Pour tout simplement, quand ils prennent trop de risques, ils arrêtent d'emprunter parce que le risque ne vaut plus le coût de la charge d'intérêt. Là, aujourd'hui, l'intérêt coûte rien du tout. Donc les mecs spéculent à tout va. Ils n'hésitent pas à jouer avec des milliards alors qu'ils ont quelques millions en capitalisation. Évidemment, ces gens-là, le VIX explose, ils sont out, c'est-à-dire ils sont en margin call. Ces gens-là, ils sont comme vous et moi. Hein. La banque, elle leur prête de l'argent, mais s'ils ne peuvent plus rembourser, c'est tout de suite au revoir, on clôture vos positions. Et on revend tous les actifs que vous avez gagés, c'est-à-dire on revend toutes vos obligations, parce qu'il faut bien payer la perte. Et je vous dis, ce moment-là, si ça arrive, c'est-à-dire que les spéculateurs agressifs sont allés un peu trop loin, ça a un effet immédiat sur les banques d'affaires, les grandes banques, les Goldman et compagnie, ceux qui émettent ces crédits repo. Ils le voient tout de suite, ça. Ils se disent, oh putain, les clients commencent à pas rembourser les crédits qu'on leur a fait, donc ça commence à faire des trous dans les bilans, et puis forcément, il va falloir masquer ça. Et puis, si on peut le masquer, tout va bien, mais s'il y en a un qui se pète la gueule, puis un deuxième, puis un troisième fonds spéculatif qui tombe, ça commence à faire des gros trous dans les comptes des banques d'affaires. Et c'est toujours pareil, de savoir à quel moment l'effet systémique, c'est-à-dire l'effet se répand, au point où tout simplement la banque d'affaires va dire ok, là on n'octroie plus ces crédits aux actifs, aux fonds dangereux, et tout simplement là, ces jours-là, les fonds dangereux, les prix commencent à baisser, ils ne peuvent plus supporter les prix, ils sont obligés de clôturer eux-mêmes leur position avec des pertes colossales, et c'est l'effet systémique. Voilà. Mais tout ça, ça peut se produire extrêmement vite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'honnêtement, en 2 jours, ça peut se faire ça. La confiance est rompue, on n'octroie plus le crédit aux acteurs risqués sur le marché, ils peuvent donc plus couvrir leurs positions, ils sont obligés de les vendre, et ils sont obligés de vendre en perte, et ça tombe encore plus vite, parce que c'est des effets de levier, encore une fois, ces gens-là sont exposés à plusieurs milliards sur le marché, alors qu'ils n'en possèdent pas la moitié, voire même pas un centième. Ils tradent avec des effets de levier complètement fous sur des actifs, tous risqués, mais ils parient que le risque n'arrivera pas. Alors ça rémunère énormément, puisqu'effectivement, avec quelques millions, vous allez produire des sommes colossales en pariant à la baisse sur la volatilité, jusqu'au jour où, si vous êtes investi sur ce marché-là le jour où ça couine, vous perdez tout. C'est ce que je vous ai appris. Le levier, ça finit toujours comme ça. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent au début, jusqu'au jour où vous en prenez un peu trop du risque, et c'est game over. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est quand vous faites ça avec votre compte, c'est vous qui êtes responsable de la connerie. C'est-à-dire que vous avez pris un risque stupide, vous prenez la cartouche, vous pouvez vous en prendre qu'à vous.
Les mecs qui font ça aujourd'hui, ce sont des mecs qui gèrent des fonds, mais qui gèrent des fonds extrêmement agressivement, c'est-à-dire qui font des profits de 100-120% annualisés, et qui achètent ça, des gens complètement stupides, qui vont s'investir dans ces fonds en disant « Waouh, mais pourquoi j'irais acheter de l'indice américain alors que ce fonds d'investissement gagne 120% depuis 2 ans? Ils sont trop balèzes les mecs, j'ai bien envie de doubler mon capital dans un an. » Voilà. Et ces gens-là vont mettre de l'argent dans ces fonds d'investissement, leur donner des capacités d'investissement ultra spéculatives. Sauf que là, qui est responsable de la perte? C'est le gérant. C'est le gérant qui fait son job. Lui, on lui dit, prends des risques, mec. On s'en bat les couilles, c'est pas nous qui allons payer. Le jour où on est en banqueroute, les clients sont ruinés, on leur expliquera qu'ils avaient pris un peu trop de risques. Par contre, toi, en attendant, mon gars, tu vas prendre un bonus de fils de pute. C'est comme ça que fonctionne le système financier en fin de cycle. C'est pour ça que ça déraille le système financier, c'est parce qu'il y a des gens avides de gains à court terme qui n'assument pas les conséquences de leurs actes. Parce qu'on leur donne des bonus à court terme, à condition que chaque mois, ils arrivent à faire des objectifs complètement délirants. Ces gens-là, on ne leur demande pas de gagner 3% par mois, on leur demande de réaliser des performances de 10% par mois. Donc pour le faire, ils sont obligés de prendre des risques de dingue, avec des effets de levier. Ils le font parce qu'ils sont rémunérés à chaque fin de mois par des bonus absolument colossaux. La finalité de ce truc-là, c'est qu'un jour, ils prennent trop de risques, tout l'argent disparaît, et évidemment, qui paye? Les gens qui avaient mis l'argent dans le fonds. Voilà. C'est pour ça. Alors ça, qui ne l'a jamais pensé? Encore une fois, quand vous regardez les marchés, vous vous dites pourquoi j'irai investir sur un truc qui rapporte 5% par an, quand derrière, il y a un mec qui me fait 75-80% à l'année depuis 3 ans, et il le fait depuis 3 ans. Mais en fait, il le fait depuis la fin de cycle, depuis que tout le monde prend des risques débiles. Ça marche jusqu'au jour où ça ne marche plus. La musique s'arrête, certains sont allés trop loin, et ils sont obligés de sortir en perte. Et je vous dis, quand ça arrive, un premier fonds spéculatif qui saute, derrière, les gens commencent à se poser des questions et à demander l'argent. Mais quand un fonds spéculatif il est investi sur des actifs avec un effet de levier, si les positions sont en perte et que les clients demandent l'argent, vous êtes obligé de vendre en perte, avec des effets de levier. Vous commencez à comprendre le principe? C'est vraiment ça. Il faut que tout roule et il faut que les schémas de prise de risque rémunèrent toujours plus puisque les risques augmentent et que du coup, les investisseurs qui prennent ces risques doivent recourir à des effets de levier toujours plus gros. Sauf que derrière, c'est un ciseau, ça ne peut pas durer. Les taux d'intérêt vont forcément remonter à court terme avec la hausse du risque. Et évidemment, ces gens-là doivent emprunter toujours plus cher, la charge de la dette augmente, le prix des actifs ne peut pas augmenter aussi vite. Au bout d'un moment, le ciseau se met en place et c'est là où ça s'arrête et où le risque systémique de crédit se met en place parce que des acteurs ultra spéculatifs vont trop loin. C'est exactement ce qu'on a en ce moment. Qui sont ces acteurs spéculatifs? C'est les ETF, double boule et compagnie. Parce qu'il y en a des ETF qui rémunèrent 45-50% par an sur des actions. D'accord? Mais c'est parce que ces ETF, ils sont quoi? Ils sont bourrés d'actions complètement stupides, des actions de croissance, dans un marché qui n'a plus de croissance. Et ces gens-là les ont multipliés. C'est-à-dire que pour avoir des amplitudes sur l'ETF, vous avez des ETF double boule, double tech. C'est-à-dire c'est chargé que de tech avec un effet de levier en plus. Donc il faut faire attention. Voilà, il y a les bulles spéculatives d'acteurs ultra spéculatifs qui spéculent sur la volate et compagnie. Vous avez en même temps la bulle d'ETF avec des gens chargés en actions et souvent pas les plus safe, mais surtout les plus risqués. Et voilà, et il faut que tout se passe bien. Voilà. Parce que si ça tombe, les ETF, les gens vont commencer à demander l'argent, donc commencer à vendre des actions qui sont en train de baisser, donc accélérer les mouvements baissiers. Le VIX, malheureusement, c'est des spéculateurs, donc c'est un effet ciseau. Un jour ou l'autre, ils vont se prendre la cartouche dans la tronche, et j'espère que ceux qui ont joué ce jeu-là ne seront pas en position ce jour-là, parce que sinon, ils sont morts. Ils vont cramer l'argent de tous les gens qui sont investis chez eux. Donc tout ça, c'est ce qui va arriver. La question, c'est quand ? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà trop loin dans la prise de risque? Moi, j'en sais rien. Je pense que oui. C'est pour ça qu'on commence à spéculer sur des structures légèrement systémiques. Mais attention, pas dit que l'effet systémique se mettrait immédiatement en place. C'est un effet où d'abord, ça se dégrade. On dégrade la confiance d'abord. Et la dégradation de la confiance crée des accélérations baissières systémiques. Voilà. Donc ça, c'est toujours pareil, pour moi, ça ne viendra que plus tard. Les effets systémiques, pour moi, c'est plutôt Q2. C'est de dire, c'est ici, quand au final, tout ne sera pas si noir, c'est là où on va se rendre compte qu'il y a des effets pernicieux secondaires dus à des excès spéculatifs, en fait, dus à tout ça, là. Je me dis, c'est par là probablement qu'on va le payer. C'est-à-dire que d'un point de vue rationnel, ce qui va se passer, normalement, c'est ça. C'est-à-dire la fameuse cloche, on va se rediriger vers ce truc-là, d'accord, pour le Q2, là. Et ici, c'est la grande question de dire, soit effectivement, on arrive à recoller un nouveau V-bottom,
soit par là, ça travaille, il y a des effets spéculatifs, et on se rend compte qu'on commence à payer les conneries de tous les mecs qui font n'importe quoi depuis 2 ans, et c'est là où l'effet et le risque systémique peut se mettre en place. Mais ce ne sera pas forcément logique, et les prix risquent d'anticiper des effets beaucoup plus pernicieux. Du coup, je ne vous ai même pas fait d'intraday, et de toute façon, je pense sincèrement qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de catalyseur, on va regarder s'il n'y en a pas au moins un petit quand même à se mettre sous la dent. Ah oui, si, voilà, les inscriptions au chômage, en plus, évidemment, je l'ai dit, ça, il faut le surveiller. Donc à 14h30, les inscriptions au chômage, c'est probablement le seul catalyseur du jour pour le S&P 500. Donc inscriptions au chômage qui augmentent chaque mois, on les attend encore en hausse ce mois-ci. Si le chiffre est carrément battu, si on fait du 250, 260, vous allez comprendre, hein, voilà, plus d'inscriptions au chômage, moins de création d'emplois, égale augmentation du taux de chômage. Donc, je l'ai toujours dit, il faut faire attention, il y a eu différents schémas récurrents de prise de risque dernièrement qui ont catalysé les explosions spéculatives. Donc là, hein, première implosion spéculative, c'est quand ici on a découvert que les CPI n'étaient pas super bons. Donc on commence à se poser un problème sur l'inflation. D'accord ? Donc là, c'est problème sur l'inflation, là, c'est problème sur la croissance. Quand tous les organismes économiques commencent à dire « Oh putain, mais la croissance, on va la diviser », on commence à la réduire. Donc rappelez-vous, à l'époque, on était de 4,2, on est passé à 3,8, puis 3,6, puis 3,2, puis 2,2. C'est-à-dire qu'ici, on a divisé par 2, mais progressivement. Voilà. Mais donc ici, on commençait à peine à se poser les problèmes. Là, aujourd'hui, on commence à se dire « Oh putain, les PMI sont pas spécialement bons, hein, ça fait plusieurs mois qu'ils se dégradent. Et bon, le PMI chinois, super, on est repassé au-dessus de 50. Mais si le mois suivant, il repasse à 48, c'est carnage direct derrière. On se dira « Ah putain, c'était un effet transitoire, un rebond du chat mort, et il reste en contraction, putain, c'est la merde. » Si en même temps, les États-Unis ont des PMI qui se contractent, comme c'est le cas, on va commencer à se poser sérieusement les problèmes. Il y a un autre schéma énorme de prise de risque, c'est au niveau des emplois. C'est-à-dire que là, on considère que le marché de l'emploi américain, c'est top niveau, tout va bien, il n'y a pas de souci, on ne s'inquiète pas. Si on se rend compte que là, le NFP n'est pas bon 2 mois de suite, je rappelle, le mois précédent, c'était quand même 20K le NFP. Hein. Donc là, il faut absolument que ça tape un gros chiffre qui rattrape le mois précédent, et il faut une révision à la hausse du mois précédent. Là, il faut un très bon NFP. S'il n'est pas bon, pas génial. Si en plus de ça, on a des inscriptions au chômage qui augmentent, mécaniquement, le taux de chômage va repasser à la hausse et se rediriger vers des schémas où le cycle de baisse et d'amélioration du marché de l'emploi va se terminer tout simplement. Et ça mettra du temps à se dégrader, mais le marché va le voir. Et comme le marché price que tout va bien, une dégradation du marché de l'emploi ou une dégradation du marché de la production industrielle, dans tous les cas, ça devrait normalement catalyser des prises de bénéfices, c'est-à-dire au moins des baisses de prix, et ensuite on attend des informations supplémentaires. La prise de risque, c'est-à-dire acheter du junk bond et acheter des actions, désolé, ça ne peut pas se faire dans le contexte actuel. Junk bond qui d'ailleurs, pour l'instant, je vous le signale, sont quand même vendus. Hein. C'est-à-dire que là, il faut quand même faire attention. On voit le même schéma que sur le S&P 500, hein, c'est-à-dire le même schéma mais anticipé sur les junks, c'est-à-dire vous voyez bien la contraction, hop, et le schéma comme on a donc le biseau, on le voit bien sur les junks. Ce biseau, on en est déjà sorti par le bas sur les junk bonds. On va se mettre en horaire, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc attention, les junk bonds sont peut-être en train d'anticiper le marché action, et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs, et ça montrerait que les mecs qui prennent des risques débiles commencent déjà à se diriger vers la sortie, et ça, c'est pas très bon signe. Je vous dis, si les gros spéculateurs commencent à se faire la malle, je vous donne pas cher de la peau du marché action derrière. Hein, donc voilà. Les junk bonds, c'est super génial, c'est trop fort. Donc on essaie de jouer la résistance, mais si elle passe pas, voilà, hein, vous aurez compris le principe. Ça revient à dire que là, il faut que tout se passe bien. Si les junks commencent à dévisser, les actions vont dévisser mécaniquement en même temps. Et vous savez que normalement, ces structures de biseau, quand elles constituent un retournement, le support se fait immédiatement sous la formation de structures de biseau. Sur ou sous. Hein, c'est-à-dire que normalement, on retourne sur cette zone support et après, on avise. On forme un range ou on forme une épaule tête-épaule. Hein, vous voyez, on peut très bien faire un truc comme ça. Et on se fait une épaule et zou. Et ça fera épaule, tête, épaule. Les structures de retournement, j'en sais rien, c'est des ranges. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ici, ça commence à plafonner et qu'on n'a pas réussi à vraiment accélérer au-dessus du sommet précédent. On a juste réussi à venir essayer de chasser les stops et on n'a même pas réussi à franchir la résistance majeure. Donc, on joue, mais attention, si les junk bonds, ça retombe, normalement, les actions vont tomber mécaniquement en même temps et elles devraient même tomber plus fort. Donc, surveillez les junks aujourd'hui. Il est possible qu'il y ait un petit effet rebond pour aller chercher un petit peu plus haut ici, là, vous voyez, hop, comme ça, on se fait l'impulsion baissière, ça casse,
on se fait 2 pullbacks et ensuite on accélère un peu plus à la baisse. Maintenant, attention, on peut très bien sortir du biseau en ligne droite comme des tebiches. Bref, pour moi, la prise de risque ici, elle a atteint son paroxysme. Il nous reste le coup et l'épée de Damoclès donc, de ce deal China-US qui peut tomber donc, à tout moment, malheureusement. Et donc, effectivement, pour ceux qui sont comme moi en gestion du risque, prenez-le en compte. Raison pour laquelle, voilà, c'est les conclusions auxquelles je voulais arriver au bout d'une heure de vidéo. Donc en intraday, c'est très compliqué de vendre pour ces raisons-là. Parce qu'on sait tous qu'ils essaient de nous gagner, que la Maison-Blanche fait tout pour manipuler les cours, et que la Maison-Blanche sent bien que le coût du deal, c'est plutôt sur la fin. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir continuer à leur marteler ça, c'est dommage. C'est-à-dire qu'on aura tiré tout le catalyseur. Qu'est-ce qu'on peut bien utiliser pour essayer de racler encore une fois les vendeurs? Il n'y a que ça, c'est-à-dire le dernier effet de surprise qu'il leur reste, c'est d'essayer de bien manipuler la com sur la sortie du tax plan. D'accord? Là, on sait qu'il arrive. On le sait qu'il est là. On sait qu'il arrive. Maintenant, ce qui va intéresser les gens, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, l'effet d'annonce va probablement pas être aussi génialissime que ce qui nous sortait avant. Donc, ils vont probablement essayer de nous faire un coup de com', c'est-à-dire de nous envoyer des grands émissaires américains et essayer de faire en sorte que les Chinois puissent parler. Voilà, on va essayer de commencer, évidemment, à communiquer sur les aspects positifs du tax plan. C'est-à-dire, là, la communication, elle va forcément s'orienter sur la partie propriété intellectuelle, contrôle des mécanismes mis en place par la Chine, ça va être des trucs comme ça. Tout le monde va parler de ça en ce moment parce que c'est ce que le marché veut. D'accord? Le marché veut savoir ce qu'il y a dedans et le marché veut absolument le meilleur. Donc on va essayer de parler des éléments positifs de ce tax plan, ce qui fait que quand il va sortir, il n'y aura plus rien. On saura déjà ce qu'il y a dedans et on pourra que découvrir à quel degré on s'est foutu de notre gueule. C'est en fait la réalité. Donc pour l'instant, ils vont vraiment jouer là-dessus, sur la communication aux États-Unis. Donc le problème, c'est que c'est des effets complètement imprévisible parce que vous ne savez pas qui va parler quand et ce qu'il va dire. Donc le niveau de risque en intraday est absolument énorme. Raison pour laquelle, si vous tradez en intra sur le S&P 500, je vous recommande énormément de prudence, c'est-à-dire des leviers très faibles. Parce que vos stops doivent être au minimum à 2910 en intraday. Voilà. En intraday, ça fait des stops de 1,5%. Parce que je pense que la volatilité type Maison Blanche peut balayer sans problème des amplitudes de 1% dans le contexte dans lequel on est. La volate est au plancher, les volumes sont inexistants dans les carnets d'ordre, le marché peut décaler très vite. Tout le monde est dans l'expectative, tout le monde est dans l'attente. Malheureusement, ceux qui ont anticipé, on est obligé de subir les variations de prix dans cette phase d'attente. Je pense tout simplement qu'il faut s'attendre à de la volate et on sait très bien que la Maison Blanche fera tout pour que cette volate soit à la hausse. Même si c'est de la manipulation boursière absolument dangereuse, ils vont le faire. Vous pouvez en être sûr, ils l'ont déjà fait depuis un bon moment. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez la Maison Blanche communiquer très agressivement sur les aspects bénéfiques et génialissimes de ce tax plan et l'énorme succès de Donald Trump dans cette phase de négociation. Par contre, il faudra attendre le deal final, voir ce qu'il y a réellement dedans, parce qu'on a bien compris, mentir aujourd'hui à la Maison-Blanche, ce n'est pas un problème. La fake news, ils le font sans souci depuis leur élection. Donc, diffuser de la news de merde et dire il y a ça dans le deal, alors qu'en réalité, ce sera ça, mais complètement moins ou de façon beaucoup plus subjective que ce qui aurait été annoncé, attention, Trump s'en fout. D'accord? Il a bien compris qu'il faut délivrer au marché ce qu'il veut parce que le marché préfère avancer que reculer. Par contre, si vous décevez le marché recule très vite. C'est ça que Trump ne comprend pas. C'est que le marché, on peut le faire monter artificiellement, mais quand il se rend compte qu'il a été dupé, ça rompt la confiance. Et rompre la confiance dans une fin de cycle, c'est générer des cracks boursiers et des phases complètement volatiles à la baisse cette fois. Donc il faut faire très attention. Moi je vous dis toujours que c'est ça l'erreur que commet Trump. Il pense qu'il a mainmise sur les marchés et que la manipulation des marchés n'a pas de conséquences, si ce n'est la hausse des prix, et qu'il vaut mieux que ça monte, et quand ça baisse, on verra plus tard. Mais si ça baisse, il va falloir le payer tout ça. Et dire qui est coupable de tout ça, qui a envoyé ces fausses informations au marché, c'est la Maison-Blanche. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire qu'on va avoir tout simplement des organismes gouvernementaux qui seront responsables de baisses sensibles de marché à cause de manipulations boursières stupides. Voilà. C'est un peu la même chose que Musk et son tweet. Ça ne peut pas rester sans conséquence des trucs comme ça. On joue avec des valorisations boursières, on joue avec l'argent des gens.
Et ça n'inquiète personne qu'un gouvernement manipule les prix avec des fausses informations ou des informations tronquées volontairement pour induire des comportements de marché. C'est extrêmement dangereux. Je vous dis, on est dans l'ère de la manipulation de marché à l'échelle gouvernementale. C'est extrêmement dangereux qu'on laisse faire ce genre de choses. Mais voilà, comme personne n'ose s'attaquer à Trump, je pense qu'au bout d'un moment, c'est les prix, tout simplement, qui vont se mettre contre lui. Mais pour ça, il faut un mécanisme baissier, et je pense que ça commence doucement à se mettre en place. Mais pour l'instant, les prix restant orientés à l'achat, je suis obligé d'espérer et d'attendre, tout simplement, que les prix se mettent à s'orienter à la baisse. Pour l'instant, ils ne le font pas. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. À chaque fois qu'il y a pullback, les vendeurs gèrent le risque très rapidement sur les supports, et personne d'autre ne vendant, on s'oriente toujours à l'achat. Donc moi j'attends, hein, je vous dis, tant que ces structures-là ne sont pas cédées par le bas, je ne peux absolument pas valider mes théories. Et pour l'instant, ce ne sont que des théories que j'ai tradées agressivement sur des signaux de prix. Hein. Je n'ai pas tradé ça juste parce que je voulais voir baisser le marché. Mais pour l'instant, le marché ne me donne absolument pas raison. Bref, voilà, donc l'intraday, beaucoup de patience par rapport à la volatilité escomptée sur la zone actuelle et la stupidité ambiante due à la faible liquidité et la faible volatilité qui fait bouger ces marchés, donc des amplitudes de balayage assez conséquentes sur les zones actuelles. Par contre, attention, le jour où la volatilité revient, on est tous au courant, hein, d'accord, 15 avril, c'est le moment où on va commencer à pouvoir piéger littéralement. Enfin, pour moi, ici, ça ne peut que baisser, parce que les gens vont se positionner à l'achat sur les prochains mois de la volatilité, c'est-à-dire sur l'échéance suivante. C'est là que commence à coter le prochain contrat de volatilité. L'autre se termine le 17, de 15 au 17, c'est la période de rollover. Okay, je pense sincèrement que dans cette période, le VIX sera à l'achat, c'est clair. Donc ici, je pense que les prix seront à la baisse. Ça ne veut pas dire qu'on va attendre jusque-là pour faire baisser les prix. Voilà. Il suffit qu'il y ait des éléments spéculatifs et des gros fonds type Goldman et compagnie qui commencent déjà à attaquer les spéculateurs qui prennent un peu trop de risques. Voilà. Comme on l'a vu, ce n'est pas spécialement dans leur intérêt de le faire trop agressivement. Ils peuvent chasser certains spéculateurs sur la volate, mais s'ils en chassent trop, ça va même se retourner contre eux, puisque c'est eux-mêmes qui prêtent l'argent à ces spéculateurs. Donc vous comprenez, ils peuvent récupérer le pognon de ces gens-là, les ruiner, mais il ne faut pas que ça déclenche des effets systémiques. Donc c'est quand même très compliqué, ce marasme-là, puisque effectivement, on comprend le risque, tout le monde peut le subir, mais en attendant, si on peut piquer un peu le pognon de ceux qui ont vraiment pris trop de risques, on peut le faire, mais dans une certaine mesure. Donc attention encore et toujours au schéma de volatilité. Tout le monde aimerait que ça se passe bien, mais il y a quand même des mecs qui prennent beaucoup trop de risques. Encore une fois, hein, tous ceux qui ont acheté des junk là sous résistance, si ça retombe, ces gens-là seront obligés de prendre des pertes. Hein, voilà. Parce qu'évidemment, le prix des junk, c'est-à-dire des dettes corporate de merde, alors qu'il y a une bulle de dette corporate, si on commence à sentir le soufre sur les actions, c'est clairement les junk vont se péter la tronche. Et tous les mecs qui les ont achetés, hein, de manière spéculative, ces gens-là s'échangent des contrats, on est bien d'accord. Ils ne sont pas là pour donner de l'argent aux entreprises, ils sont juste là pour échanger les titres de dette pour essayer de gagner de l'argent dessus. On parle bien de spéculateurs ici, pas de gens, pas d'investisseurs. Hein, on parle bien de gens qui s'échangent des contrats à très court terme dans l'objectif de les revendre plus cher. Ils achètent des choses pour les revendre plus cher, ou ils vendent certains trucs, comme la volate, pour racheter les contrats moins chers derrière. C'est juste ça qu'ils font. C'est de dire, la musique tourne à plein régime à court terme, même si elle commence à ralentir. Comment on génère des profits quand la musique ralentit? On augmente les leviers. Donc on augmente la prise de risque, et un jour la musique s'arrête. Et les gens qui continuaient de danser à ce moment-là sortent de la partie. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc pour l'instant, je vous maintiens, les professionnels du trading, c'est-à-dire les gérants classiques, sont en attente. Ils ne font plus rien en fait. Ils n'achètent pas, ils ne vendent pas, parce qu'il n'y a rien à faire en fait. Ils regardent le marché et ils attendent de savoir quand la musique va claquer, c'est-à-dire quand la spéculation va se calmer. Ou alors est-ce qu'elle va s'emballer, hein, c'est-à-dire prendre le pas sur le marché. C'est-à-dire, au final, tout le monde regarde le marché, plus personne ne le trade, sauf des spéculateurs avec des leviers toujours plus gros. Au bout d'un moment, on s'enferme dans la bulle spéculative, c'est-à-dire que les prix vont commencer à partir en parabole, puisqu'ils vont représenter l'action des prix de ces gens-là. C'est simplement ça, le switch, c'est ça, c'est de dire aujourd'hui, soit le marché va miser contre ces spéculateurs pour les foutre à la porte, soit le marché va les laisser faire et les regarder, foutre en l'air le marché, tout simplement parce que c'est eux qui prendront en main les pricing. Le pricing, encore une fois, c'est des volumes. C'est de dire qui achète, qui vend et sous quel volume. Comme ceux qui prennent des risques le font avec des leviers toujours plus hauts, ils ont des volumes d'exécution toujours plus grands. Donc leur part représentative dans les mouvements de prix est toujours plus importante. Si en face de ça, les volumes institutionnels commencent à se contracter de plus en plus parce que plus personne n'y comprend que dalle,
Ben, vous comprenez comment ça fonctionne. Il y a un moment où l'interrupteur, il bascule, soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit les spéculateurs prennent totalement le contrôle des volumes d'exécution, c'est eux qui font les prix. Et autant vous dire que dans ce cas-là, c'est pas beau les prix qui s'affichent, parce qu'ils n'ont aucune valeur, si ce n'est des valeurs court terme spéculatives. Et derrière, évidemment, les bulles s'effondrent et tous ceux qui étaient investis dessus se prennent des gadins. Voilà. Comprenez bien ces mécanismes-là. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des scénarios intermédiaires où on casse juste la gueule des gros spéculateurs et on essaie quand même de maintenir les supports par des biais d'investissement et non pas des biais spéculatifs. Bon, 1h14, je m'arrête. Je suis vraiment désolé pour ce matin. Donc les ventes, si vous les prenez, voilà, soyez conscients que dans ce cas-là, pour moi, ce n'est pas des ventes intraday qu'il faut faire, mais toujours donc des ventes swing, puisque la taille des stops pour éviter d'être chassé par des événements imprévisibles nécessite du coup des objectifs qui sont en conséquence. C'est-à-dire que si vous mettez des stops à 1,40%, d'accord, des stops à 2914, il faut que vous visiez au moins 1,40%, c'est-à-dire qu'il faut que vous visiez des objectifs swing qui ne peuvent que difficilement être atteints en intraday. Donc, toujours pas d'intraday. Ou alors, vous le faites, mais vous êtes conscient que vous risquez de vous prendre un choc de volat dû à des événements imprévisibles de tel ou tel qui parle, tel ou tel tweet et autres trucs du genre. Donc si vous jouez, et comme vous êtes conscient de ce risque, il est faible, mais il est présent, soit vous divisez la taille des positions au moins par 2, voire par 3, comme ça, si jamais vous vous prenez l'événement volatile, et dans le mauvais sens, vous ne perdez pas grand-chose. Et puis s'il n'arrive pas et que vous pouvez trader de manière technique en intraday, vous pouvez quand même essayer de récupérer des petits gains. Mais soyez conscient donc que voilà, le risque pour l'instant, c'est malheureusement ça. C'est un contexte extrêmement spéculatif dans lequel des spéculateurs fortement leveragés représentent une part toujours plus grandissante des volumes d'exécution, puisque derrière, les investisseurs institutionnels, eux, sont complètement dans l'expectative et dans l'attente de la réaction des prix dans cette zone extrêmement dangereuse. Voilà. Tout ça évidemment donc sur un fond de fake news qui peuvent être relayés par les institutions américaines. Alors c'est pas de la fake news, c'est pas du mensonge, c'est travestir la réalité pour induire des comportements de marché, de la manipulation, hein, voilà. Le vrai mot c'est ça. Allez, bref, je m'arrête, bonne journée, désolé, et on se verra demain donc pour des clôtures swing. C'est en fait un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est l'émission que j'aurais dû vous faire demain, sauf que demain on aura le NFP au moment où je vous parle. Je ne ferai pas d'émission demain matin d'ailleurs, je vous ferai l'émission demain après-midi, après NFP, puisque ça me semble complètement stupide de vous faire une émission demain matin, alors qu'il n'y aura probablement rien de plus à dire en attendant le fameux chiffre du NFP.